Voilà, je voulais vous remercier d'être là. C'est sûr que je tiens très particulièrement à remercier tous ceux qui ont permis évidemment de faire cette exposition. D'abord les artistes relieurs, mais avant ça, le fait qu'on ait pu montrer ces pièces qui sont exceptionnelles parce que 2 fois uniques, on en parlera lors du débat. Donc évidemment la Biblioteca Wittocana avec le prêt que nous a aimablement consenti, ou plutôt consenti à Marie-Blanche Delattre, on va dire comme ça, qui est notre intermédiaire. Donc je vais remercier Fiammetta et évidemment Michel Wittock pour avoir prêté la collection complète des pockets volantes reliées par Anne Goua. Le musée de Marimont aussi. Et alors là, il y a plusieurs représentants ici. Donc je voulais vraiment remercier le Musée Royal de Marimont de nous avoir prêté 2 reliures tout à fait exceptionnelles. Alors que nous sommes un centre d'archives et pas un lieu d'exposition, donc on a fait un maximum pour préserver, mais en les mettant en valeur. Je voulais aussi remercier évidemment les artistes relieurs qui ont prêté soit leur ouvrage, soit un ouvrage qu'ils nous ont renseigné. Donc évidemment, j'ai cité Anne Goua par l'entremise évidemment de la fondation de la Bibliothèque Wittocana, mais je voulais évidemment remercier Rosemary Datt qui a porté sa collection personnelle et ses papiers décorés qui sont splendides, que vous pouvez voir aussi encadrés au premier étage. Évidemment, Francesca Scarito, je dis évidemment parce qu'elle a dû courir pour terminer, puisqu'il y avait 12 lexicons à relier, et elle en avait relié 5, je crois, au moment, 4, où Marie-Blanche Delattre l'a contactée. Donc c'était la course jusqu'au dernier boîtier. Donc je voulais aussi remercier évidemment Roland Guillaume, Christiane Lonti, Damien Brucker, aussi le fils de Roland Brucker. Donc là, c'est l'autre parallèle avec le lexicon, prolongement du lexicon, puisque Damien, on peut voir aussi l'une ou l'autre reliure. Véronique Van Moll, je ne dois pas l'oublier aussi, qui a accompagné, elle, les éditions du Délibule pour beaucoup d'emboîtages, notamment que vous pouvez voir en dessous des encadrements blancs. Donc ça, c'est vraiment les emboîtages réalisés pour les éditions du Délibule, pour abriter les tirages de tête. Et je ne dois pas oublier qu'il y a encore, évidemment, Elise Van Rekem, qui est là et qui n'aime pas qu'on focalise. Elle aime bien qu'on focalise les choses sur ce qu'elle montre, mais elle n'aime pas se montrer. Donc c'est peut-être ça la définition du vrai et de la vraie scénographe. Mais en tout cas, elle nous a fait un petit Mozart ici, juste pour une petite partition comme ça de dernière minute, qui est arrivée juste à temps aussi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Marie-Blanche ? Évidemment, Marie-Blanche. Oui, c'est comme Élise, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses, tout dans la discrétion et la modestie. Alors c'est extraordinaire, je ne sais pas, elle doit avoir un trousseau de clés, ou elle doit avoir, un rayon spécial qui ouvre toutes les portes. Faites attention, les grandes réserves précieuses, parce que dès qu'elle demande quelque chose, les portes s'ouvrent. Et c'est toujours un grand plaisir de travailler avec elle, je voudrais vraiment la remercier. Et le tandem qu'elle a fait évidemment avec Elise Van Rekem était très précieux pour pouvoir mettre en scène ces reliures, une exposition de reliures n'étant pas facile, avec des stratagèmes comme les petits coussins, etc., aussi cousus jusqu'à des heures très tardives, ai-je appris. Donc ça, c'est là-dessus que je vais terminer le petit mot d'accueil. En disant que cette exposition est coproduite avec l'Atelier du Livre, qui a organisé un atelier justement de reliure à partir des pockets volantes. Donc on a fait ça, les personnes inscrites sont arrivées le matin, ont pris leurs pockets volantes et puis sous la conduite d'Élise et de Francesca sont repartis le soir avec leur reliure et leur décor. Donc ça c'est une reliure express en 24 heures, non un peu moins, 8 heures. Donc là c'était quelque chose que je voulais vraiment souligner, c'était le partenariat avec l'Atelier du Livre qui nous a vraiment presque éduqués ici au Délibule en matière de reliure et de présentation. Alors, au niveau de la présentation, ça va se passer comme ceci. Pierre-Jean Foulon, que Marie-Blanche présentera tout de suite après la petite projection, donc va animer la conversation pour nos archives. Donc, on va commencer par une petite projection qui dure 6 minutes.
C'est ce qui est passé dans une émission à grand caractère, on va dire, de diffusion, c'était les tourismes, parce que, en fait, le réalisateur Michel Brucker est apparenté à Roland Brucker, a entendu qu'il y avait des petites reliures du lexicon, ça l'a intéressé, et il dit, il y a le marché du livre en même temps à Marimont, donc on fait évidemment un double sujet. Ça commence par le marché du livre, avec l'atelier du livre, et puis on rentre dans l'exposition ici. Ensuite, je passerai le micro à Marie-Blanche, et Pierre-Jean, à ce moment-là, orchestra le tout. Voilà, mais je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Pierre-Jean Foulon, mais comme c'est toujours un plaisir de le faire, voilà, c'est vrai qu'on a été collègues pendant plus de 30 ans, et donc Pierre-Jean était conservateur de la réserve précieuse, et c'est vraiment grâce à lui que Marimont s'est ouvert aux expressions, aux formes d'expression contemporaines du livre, et notamment en 87, par une exposition, ah oui, je crois que je me trompais. Par une exposition qui a vraiment marqué un grand changement à Marimont, qui était d'un livre à l'autre. Hein, dont voici le catalogue, qui présentait encore des livres issus donc de la collection Warroquet, donc de la bibliophilie traditionnelle et plus ancienne, et des créations contemporaines. Et dans ce catalogue, il y a notamment une conversation très intéressante entre André Balthazar, voilà, donc, et que je vous invite à relire, parce que Francesca me le disait aussi, elle l'a relu, et c'est un texte qui est toujours d'une très grande actualité. Après, donc, d'un livre à l'autre, l'autre exposition marquante, dans laquelle d'ailleurs était présentée la collection complète des pockets volantes à Marimont, ce fut Ferry pour un autre livre en 2000. Et donc ces deux expositions présentaient en fait un véritable panorama de la création, des rapports, comme dit Pierre-Jean, entre l'art et le livre, où l'art livre occupait une place importante en communauté française. Hein, donc je pense aussi que durant sa carrière, il a veillé à mettre chaque fois le travail des relieurs en évidence. C'est le catalogue d'une exposition qui réunissait 3 relieurs, donc Anne Gois, Hugo Lizen et Véronique Van Meul, et Francis Vloubert, disons un créateur, je ne vais pas dire du livre-objet, mais de tableaux à partir de matériaux de livres anciens, voilà, qui étaient présentés à Marimont. Et les deux reliures que vous voyez ici, donc celle de Muriel Sacré sur la cheminée et celle de Françoise Bossard dans la vitrine, sont des acquisitions qui ont été faites par Pierre-Jean pour la collection de Marimont. Donc c'est vraiment tout un travail suivi qui s'est construit au fil des années, et que je crois qui est en fait à l'origine aussi de cette exposition, hein, qui est aussi à l'origine de l'atelier du livre. Si c'est créé un atelier du livre à Marimont, c'est parce qu'il y avait tout ce substrat, hein, qui faisait que le lieu était favorable à l'installation de cet atelier qui effectivement a permis, et ça je crois que Rosemary en est un exemple magnifique, hein, qui a permis à des personnes, mais comme Rosemary, de se former à l'art-livre, qui était là un point de départ. Bien sûr, tu as pris des formations ailleurs, mais c'était vraiment un creuset pour l'art-livre et pour d'autres approches du livre. Voilà. Et donc, je remercie Pierre-Jean, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, je l'ai sollicité un dimanche après-midi. Voilà, donc je le remercie effectivement, même avant qu'il n'ait presté, d'être là aujourd'hui. Voilà. C'est parti. Merci Marie-Blanche. Tu sais bien combien ça a été un plaisir pour moi d'être ton collègue pendant plus de 30 ans, comme tu l'as souligné. Tu es toujours extrêmement modeste parce que toutes les expositions que vous voyez là, nous les avons faites ensemble. Et donc, c'est vrai que Marimont doit beaucoup à Marie-Blanche aussi, et notamment à l'atelier du livre. Franchement, c'est toi, Marie-Blanche, qui a porté vraiment le projet, qui continue toujours à le porter un petit peu, bien que tu ne sois plus à Marimont pour l'instant. Alors voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup les relieurs et qui est un sujet extrêmement difficile. C'est un sujet qui a déjà été beaucoup débattu
Et je ne sais pas si nous allons trouver une solution aujourd'hui. Ça, nous le verrons à l'issue de ce que Marie-Blanche appelle ma prestation. C'est-à-dire la prestation, c'est-à-dire plus exactement la prestation des 3 relieuses, parce que je me suis interrogé sur le titre de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est le relieur, un intrus. Et je vois 3 relieuses ou relieurs autour de moi. Donc voilà, premier paradoxe. Hein, il y en aura d'autres sans doute au cours de cet après-midi. C'est un sujet difficile et je me souviens, si je peux commencer par une anecdote, après l'exposition d'un livre l'autre, pour laquelle il y avait un comité scientifique et Michel Huytock en faisait partie, et Michel a fait la connaissance, comme moi d'ailleurs à ce moment-là, de Guy Schranen. Et Michel, tu l'as invité, Guy Schranen qui est un défenseur du livre d'artiste, aussi un éditeur et créateur de livres d'artistes, à venir présenter cette théorie à la Vitokiana. Tu t'en souviens sûrement, Michel, il y a de là, maintenant, un certain temps. Et déjà à ce moment-là, la question avait été ardemment défendue, avec toute la fougue qui est celle de Guy Schranen, disant, oui, mais les livres d'artistes ne sont pas faits pour être reliés. Donc, pour lui, c'est absolument clair, le relieur ou la relieuse est un intrus dans le monde du livre d'artiste. En revanche, je me souviens d'avoir eu une discussion avec Yves Guévart et sa fille Clara, donc qui est aussi relieuse, et qui sont l'un et l'autre des amis de Laurence Wiener. Alors, Laurence Wiener, c'est un des grands créateurs de livres d'artistes encore aujourd'hui, c'est un des pionniers du livre d'artistes. Et je me souviens, lors de ma rencontre avec Yves et Clara, que Clara avait montré des travaux de reliure, va-t-on dire, qu'elle avait réalisé en dialogue et en collaboration avec Laurence Wiener. Et donc on voit finalement que 2 attitudes sont tout à fait possibles. D'un côté, le refus catégorique de la reliure d'un livre d'artiste, et d'un autre côté, un dialogue qui s'installe entre le relieur et l'éditeur ou le créateur de livres d'artistes. Mais avant de débattre avec nos invités que je vous présenterai, mais que vous connaissez déjà, mais que je représenterai quand même avec plaisir dans un instant, je voudrais quand même resituer le contexte général dans lequel a eu lieu cette exposition, et donc forcément réévoquer des choses que vous connaissez extrêmement bien. Rassurez-vous, je serai court, mais enfin il faut quand même le faire, c'est absolument nécessaire, de présenter le Délibule. Alors, le Délibule a été fondé par les personnes qui sont là, qui participent à notre journée aujourd'hui par le truchement de la photographie, et principalement Paul Bury et André Balthazar. Sur la photo, ils sont 5, il y a le frère d'André, il y a Jean Ludet, et il y a quelqu'un qui est assis, qu'on voit pas bien sur la photo, mais qui est aussi Achille Chavet. Alors, ils sont là à Montbliard, devant cette fermette qui est en fait le lieu de l'Académie de Montbliard, parce que André Balthazar, Paul Bury et ses amis fondent en 1955 l'Académie de Montbliard. Et en mars 1957 paraît le premier numéro du Délibule. Le Délibule est ainsi appelé par leur créateur, c'est le moniteur de la pensée bulle et de l'Académie de Montbliard. Le titre de l'exposition, c'est « La pensée bulle emballe la reliure ». Qu'est-ce que la pensée bulle ? Vous l'avez toutes vu. Déjà, on le voit dans l'émission qui est bien faite d'ailleurs de la RTB, mais je me permets quand même de vous le rappeler. La pensée bulle, c'est la culture du ténu, le désir de plaire, la nécessité du médiocre, la main dans le sac, l'indifférence engagée, le régionalisme du cœur. Et à la question que l'on pose, ou qu'il se pose, qu'est-ce que le Délibule ? Eh bien, la réponse est la revue la plus désinvolte du monde. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette désinvolture ? Je dirais une liberté quelque peu insolente, une légèreté savamment excessive, et une ironie que je ne dirais pas acide, mais acidulée. Beaucoup donc de paradoxes, beaucoup d'autodérision aussi dans le Délibule, dans la pensée bulle, mais aux yeux des acteurs du Délibule, rien n'est plus sérieux que la désinvolture, surtout d'ailleurs lorsqu'elle est d'ordre académique. C'est donc dans le contexte de cette sérieuse désinvolture ou de ce désinvolte sérieux que sont publiés
De 1965 à 1979, les pockets volantes, dont on a déjà abondamment parlé et que vous connaissez, et aussi de 1999 à 2009, le lexicon. Lexicon, petite encyclopédie de 10 volumes, texte d'André Balthazar, illustration, images de Roland Brecker. C'est une encyclopédie, disons, du ténu, mais du subtil. Quant aux pockets volantes, eh bien là, je voudrais vous lire ce que les bibliothécaires avaient rédigé dans le catalogue d'un livre l'autre dont Marie-Blanche a rappelé l'existence il y a un instant. Il faut que je retrouve la page, excusez-moi. Voilà. Donc, collection Les Pockets Volantes, La Louvière, Le Délibule, 1965-1979, 62 volumes, 12 feuillets chacun, 13,5 x 10,5 cm. Tirage limité à 1000 exemplaires, sauf dans le cas du volume 3, tiré à 600 exemplaires. En général, le papier est blanc et l'impression noire. La couverture et la page de titre, identiques, sont ornées d'un encadrement fleuronné, généralement imprimé en noir et faisant mention en anglaise des auteurs, titres, éditeurs et numérotation de volumes. Couverture de Bristol de couleur, brochée à l'aide d'une agrafe métallique piquée à cheval au centre du dos. Voilà donc un discours très sérieux et peu désinvolte. La désinvolture va se trouver évidemment du côté du Délibule lorsque eux décrivent ce que sont les pockets volantes. Marie-Blanche y a fait allusion dans sa présentation tout à l'heure, et je cite donc le Délibule. Les pockets volantes, petit livre pour petites choses, les pockets volantes couvrent de leurs 62 volumes 19 cm de bibliothèque. Mots et images empruntent et se partagent les ruelles de la création. Explication du mot, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissez. Pocket volante, ceux qui sont de la région et qui connaissent le wallon savent que les pockets volantes, ça veut dire la varicelle, c'est-à-dire une maladie qui se transmet, qui est extrêmement contagieuse, comme est contagieuse la lecture et comme est contagieuse la création du Délibule. Mais pocketbook, évidemment. Les créateurs, on en retrouve plein de noms qui sont là juste derrière vous et devant moi. Forcément, André Balthazar, Paul Bury, Achille Chavet, Pierre Alechinski, Marcel Marienne, les frères Picret, mais aussi des gens comme Victor Bronner, Reynaud, Marcel Béalu ou celui qui fut un grand spécialiste de l'art naïf, Anatole Jakovski. Bref donc, les pockets volantes, c'est un peu des cartes blanches qui ont été données à différents artistes qui ont apprécié et qui se sont liés d'amitié avec la Pensée Bulle et avec les acteurs du Délibule. Ces pockets volantes sont considérés par les spécialistes du livre d'artiste et notamment par Anne Méglin-Delcroix qui a publié un gros ouvrage sur le livre d'artiste. Ça s'intitule « Esthétique du livre d'artiste ». C'était une puissante thèse de doctorat publiée il y a une vingtaine d'années à la Sorbonne, considère que c'est véritablement, je dirais, un incunable du livre d'artiste. Les pockets volantes sont véritablement à considérer, à l'instar de ce qu'a fait aux États-Unis, ce qu'ont fait des gens comme Laurence Wiener, que je citais tout à l'heure, ou comme Ruchat, ou chez nous, Marcel Brotars. Donc, les pockets volantes, c'est véritablement, sur le plan de la notion de livre d'artiste, quelque chose de très, très, très important. Pour définir le livre d'artiste, Guy Schranen, auquel je faisais allusion, a une très très belle définition qui est très courte, qu'il avait d'ailleurs publiée dans un catalogue concernant le livre d'artiste à Marimont. Il disait ceci: le livre d'artiste n'est pas un livre d'art. Le livre d'artiste n'est pas un livre sur l'art. Le livre d'artiste est une œuvre d'art. Pourquoi ? Parce qu'il faut considérer que le contenant et le contenu ne font plus qu'un. Vous avez entendu la description que l'on en a fait dans le catalogue d'un livre l'autre. Eh bien, il faut considérer la pocket volante non pas comme un contenant, un écrivain qui aurait publié quelque chose à l'intérieur, mais que l'ensemble de cette collection forme un tout et que c'est l'ensemble qui forme cette œuvre d'art. Une œuvre d'art se suffit donc à elle-même. Le livre d'artiste se suffit donc à lui-même. Et nous revenons donc à la question qui nous rassemble aujourd'hui.
est-ce que l'on peut relier les pockets volantes? Est-ce qu'on peut relier le lexicon? Est-ce qu'au fond, on peut relier le livre d'artiste? Est-ce qu'il n'y a pas intrusion, voire même, est-ce qu'il n'y a pas agression vis-à-vis de ceux qui ont été les éditeurs artistes ou les créateurs artistes de ces livres d'artistes? Alors moi, j'aime beaucoup le titre de l'exposition parce que il est polysémique, comme on dit maintenant, en tout cas pour le terme emballé. Parce que on aurait pu dire la reliure emballe la pensée bulle, ça n'aurait pas été très bien, me semble-t-il. En revanche, quand on inverse le propos et que l'on dit la pensée bulle emballe la reliure, il s'agit plutôt de se dire, moi quand on dit je suis emballé par telle exposition, par telle œuvre d'art, par tel film que j'ai vu, le mot emballé a deux sens, et je trouve très intéressant que les organisateurs de l'exposition aient choisi d'inverser le propos en disant la pensée bulle emballe la reliure, car les relieurs, j'ai pu le constater, à travers les œuvres magistrales extrêmement intéressantes qu'ils ont faites, ont vraiment eu un coup de cœur pour ces pockets volantes et pour ce lexicon. Alors, au fond, on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que la reliure. Alors, tu as fait allusion, rassurez-vous, je ne serai pas trop long, je vais bientôt céder la parole à nos interlocutrices de ce jour, mais je voudrais quand même vous lire ce qu'André Balthazar, tu y faisais allusion tout à l'heure, Marie-Blanche, a dit dans cette conversation du 15, qui était publiée, le 15, rappelle-toi Michel, on était allé chez toi, à la Vitokiana, c'est là qu'on avait enregistré cette conversation, et tu y participais, André Balthazar aussi, il y avait encore d'autres personnes, et André disait ceci, une belle reliure, disait-il. Je ne parle pas des reliures industrielles, bien qu'il en soit de fort belles. Ne fait-elle pas déjà du livre un objet? N'apporte-t-elle pas souvent un luxueux élément qui s'ajoute au texte sans nécessairement le compléter, qui, en quelque sorte, habille un volume, un parallélépipède de papier et d'encre? Le plaisir que l'amateur prend étant aussi de le toucher, dans la caresse, le livre relié en devient plus objet. Donc là, évidemment, André Balthazar fait cette liaison entre reliure et objet. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais avant de céder la parole aux relieuses qui ont travaillé donc sur les éditions du Délibule, je voudrais encore revenir à Guy Schranen, qui, dans un autre débat qui avait eu lieu à propos de l'exposition d'un livre l'autre, disait ceci. Quel est le principal intérêt d'un livre, dit-il? Est-ce son contenu ou sa forme? Personnellement, je crois que c'est le contenu. J'adore les belles reliures, les beaux livres, les livres rares, dit-il, mais je crois que le contenu est primordial. La reliure, c'est un ajout au livre. C'est un ajout au livre. Et si vous avez un texte important avec une merveilleuse reliure, ça reste quand même le texte qui est important. Et là, on revient au titre, et c'est la conclusion de Guy Schranen, la reliure n'est qu'un emballage. Lui, il prend emballage dans l'autre sens que celui que vous n'avez pris. Et donc, nous allons parler de tout ça maintenant avec les créatrices qui sont ici réunies cet après-midi et qui ont donc réalisé ces splendides reliures sur les éditions du Délibule. Et je vais les présenter l'une après l'autre dans l'ordre chronologique où ont été faits pour évacuer tout problème de préséance, dans l'ordre chronologique où ont été réalisées les reliures. Et donc, je me tourne d'abord vers Anne-Gouin, en la présentant, je ne dois plus la présenter, vous la connaissez, de même que vous connaissez aussi Francesca Scarito et Rosemary Datt, mais bon, je rappelle quand même que Anne-Gouin a poursuivi des études à la Cambre, dans l'atelier qu'on appelait à l'époque Reliure d'Orure, sous la direction, à l'époque, de Micheline de Belfroy et de Liliane Gérard. Mais elle était aussi très marquée par une rencontre qu'elle a faite à la Cambre, je pense, avec Tapta, et notamment la problématique des matières, parce que Tapta enseignait le textile, je pense, le textile, et aussi, la sculpture souple, oui. Et elle a aussi été introduite très vite dans le milieu du livre d'artiste grâce aux nombreuses conversations qu'elle a entretenues avec Irmeline Lebert, qui est éditrice de livres d'artistes à Bruxelles, les éditions Lebert-Haussmann.
Depuis 2011, elle est enseignante dans l'institution dont elle est sortie, donc à la Cambre, et elle enseigne dans l'atelier qui a un peu changé de nom et qui est tout un programme, en fait, ce changement de nom. C'est à la reliure, mais aussi design du livre et du papier, on en parlera tout à l'heure. Elle a présenté de nombreuses expositions à la Villa Tocchiana, à Tournai, à Marimont. Et elle a été aussi lauréate, très récemment d'ailleurs, de la bourse de recherche en reliure et de création octroyée par l'atelier du livre de Marimont. Les pockets volantes, elle les a réalisées en 1990 et 1993. Francesca Scarito a poursuivi sa formation à l'ERG, c'est-à-dire l'école de recherche graphique de Bruxelles, et elle s'est perfectionnée en reliure à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles. Elle a effectué de nombreux stages dans le domaine de la reliure, et notamment à l'atelier du livre de Marimont. Aussi de nombreuses expositions personnelles. En 2011, elle expose, et j'ai entendu tout à l'heure que ça faisait à peu près 80 volumes, finalement. Oui, pardon 88, exactement. 88 volumes à la Bibliotheca Villa. Ce sont les plaquettes qui sont éditées depuis 20 ans maintenant, à l'occasion de la fureur de livres. Quant à Rose-Marie Datte, elle a été professeure d'art plastique à la Haute École de la Communauté française en Hainaut à Mons. Elle a suivi une formation en reliure aussi à l'atelier du livre de Marimont. Vous voyez combien l'atelier du livre de Marimont est important. Et aussi a suivi aussi de nombreux stages en Belgique et à l'étranger. Elle s'intéresse bien entendu à la reliure, mais aussi à une spécialité du domaine de la reliure qui est le papier décoré. Et d'ailleurs, vous avez dans l'exposition ici, en plus des œuvres reliées sur les pockets volantes de Rose-Marie Datte, vous avez des papiers décorés. Elle a présenté ses œuvres dans de nombreuses expositions, comme par exemple les pockets qui ont été présentés à la salle de l'émulation à Liège en 2011. Et tout récemment, Rose-Marie Datte a présenté, en même temps qu'une pléiade d'artistes internationaux, des œuvres dans l'exposition du château de Gasbeek qui s'intitule In Between. Eh bien voilà, donc les présentations étant faites maintenant, nous allons quand même entrer dans le vif du sujet. Et je pense que ça serait intéressant que je demande à chacune des relieuses ici présentes, au fond, qu'elles décrivent un peu le projet qu'elles ont eu lorsqu'elles ont réalisé les reliures, à la fois sur les pockets volantes et sur le lexicon. Alors, Anne-Goa, vous avez dit, d'ailleurs dans le catalogue, lorsque j'ai relié les pockets volantes, j'ai voulu faire un ensemble identifiable. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez par ensemble identifiable ? Par identifiable, je voulais... d'abord, c'était une série, c'était un travail d'étudiant au départ. Je les ai travaillés de façon à ce qu'ils aient un air de famille, voilà. C'était un peu... c'était une grande série, je voulais pas que ce soit ennuyeux, donc j'ai dû décider de certaines choses, donc j'ai décidé d'une certaine gamme de couleurs avec lesquelles j'allais travailler, mes matériaux, un peu le principe de rester avec des reliures extrêmement simples, des systèmes qui soient esthétiques aussi, où le système d'assemblage était en lui-même le point de départ peut-être de l'élément décoratif de chaque petite reliure. Il y a ici dans la vitrine qui se trouve à votre droite, donc à notre gauche, il y a au fond une espèce de préambule aux reliures que vous avez faites pour l'ensemble des pockets. Les trois reliures qui sont là, notamment l'une qui se trouve... Oui, il y en a qui sont... que j'ai fait avant, mais il y en a d'autres que j'ai fait après. Mais c'est vrai que quand on était étudiant, maintenant c'est la même chose, on est toujours un peu à la recherche de petits livres sur lesquels on va pouvoir travailler, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui soient à des prix abordables. Et en fait, les pockets, c'était exactement ça. C'était des petits livres qu'on trouvait facilement, qui étaient amusants, c'est des choses que ça se prenait pas la tête. C'était des textes accessibles et puis c'était un format et un cahier unique. Ça permettait des choses originales, d'essayer aussi. En fait, j'expérimente beaucoup et ça m'a permis
oui, de faire des tas d'essais en même temps que je les réalisais. Oui, parce qu'à un certain moment, vous dites, et je pense que c'est dans le catalogue sur Relire et Livre-Objet, vous dites, cette série des pockets volantes a été l'occasion de concrétiser toute une série d'idées accumulées, dites-vous. Mais oui, j'ai beaucoup de sources d'inspiration et en fait je remplis des carnets avec des dessins, des petits schémas, des idées. Enfin, j'accumule beaucoup de choses que je pourrais jamais utiliser de toute ma vie. Du coup, ça m'a permis, parce que justement c'était des petits livres relativement rapidement réalisés par rapport à d'autres livres qui prennent beaucoup de temps, et comme ça j'ai pu utiliser une bonne partie de ce que j'avais déjà eu envie d'essayer et des petits schémas que j'avais dessinés. Vous avez dit aussi, les pockets volantes, il y a quelque chose d'amusant. C'est assez sérieux, la création que vous avez faite réalisée sur les... oui, mais je pense que si... À chacun sa personnalité, vous me direz. Si je devais les refaire maintenant, je ne les referais pas du tout de la même chose. Et pourquoi pourquoi vous ne feriez pas la même chose? Mais je pense... Ils ont, tout ce que vous disiez par rapport à ce côté livre d'artiste, qu'elles sont rentrées un peu dans l'histoire du livre d'artiste. Je les considérais pas comme ça au moment où j'ai travaillé dessus. Vous les considériez comment alors? Je les considérais comme des petits livres, mais je les ai pas pris pour des livres d'artistes à ce moment-là. C'est ça. Et donc, au fond, vous avez ajouté au pocket volante votre propre conception de ce qu'est l'art livre, d'une certaine manière, à travers votre vision du décor, votre vision de l'architecture du livre. Oui, puisque j'ai travaillé dessus. On reviendra à ça, parce que ça, c'est vraiment le nœud du débat. On reviendra à ça quand chacun aura présenté son travail, parce que je crois que c'est là que c'est fondamental, c'est de voir ce que le relieur peut ou ne peut pas, ou doit faire, ou a la liberté totale de faire. Hein, voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure, et je me tourne maintenant vers Francesca Scarito. Et là, vous dites aussi dans le catalogue qui accompagne cette exposition, j'ai voulu sortir de l'esprit carré de l'objet livre. Donc l'objet livre, ça revient à ce qu'André Balthazar disait tout à l'heure. Donc il y a l'objet livre, et puis vous faites des objets différents, d'une certaine manière, en sortant du format carré. Je pense que j'ai voulu apporter une forme un petit peu différente de l'objet qu'on a en main, carré, en temps normal. Donc je me suis donné beaucoup de liberté, je pense, à travailler sur le sujet, m'amuser quelque part, autant que je pense Balthazar et Brucker se sont amusés en écrivant ces livres. Je pense que j'ai voulu m'amuser aussi sur la reliure, en changeant justement ce côté carré et en apportant ces touches plus fantasques des formes. Oui, parce que vous y avez, là, je crois, parfaitement réussi, parce que je suivais tout à l'heure la petite visite guidée que vous avez faite tout à l'heure. Vous avez expliqué combien vous avez fait de recherche matérielle et de recherche formelle à travers toutes ces reliures. Je pense par exemple à ce que vous avez fait sur le suçon. J'ai entendu tout ce que vous expliquiez. Là, vous avez quand même fait... ah oui, mais ça marque, bien entendu. Hein. Vous avez fait là des recherches plastiques tout à fait originales. C'est vrai que chaque livre est une recherche particulière, parce qu'il y a tout le côté créatif qui est là, mais après il faut que la technique suive sur les matériaux, sur le choix du décor. Il y a vraiment la technique après qu'il faut adapter. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de recherche, d'expérimentation, d'essais, d'erreurs, et on ne voit pas toujours ça dans le résultat final. Oui. Et alors, vous avez aussi fait des recherches sur les couleurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est dans l'émission, donc on l'a déjà un peu vu, mais je crois que vous pouvez peut-être expliquer un peu plus ce que vous avez fait. Donc, créer aussi un ensemble avec le lexicon. Alors oui, au départ, c'était pas un ensemble, il n'y en avait que 4 quand j'ai commencé à les relier. Et puis par la suite, en fait, quand Marie-Blanche m'a proposé de terminer la collection, c'est vrai que je suis restée dans cette idée de départ. Et oui, donc vous expliquez que vous avez fait un ensemble, notamment les boîtiers qui se trouvent sur le radiateur tout à fait original, qui se trouve dans la salle. On voit là tous les boîtiers qui créent finalement un ensemble qui est l'œuvre. Voilà, parce que je trouve qu'ils sont tous tellement différents finalement. Chaque volume est vraiment pris dans sa particularité par rapport au sujet, qu'il fallait que je trouve en fait une manière finalement de les rassembler. Et c'est par chaque étui, chaque petit écrin, en fait finalement qui les rassemble et qui les
Voilà. Ben, on reparlera encore de tout ça dans un instant avec les interventions qui sont permises ou pas permises, on verra. Et puis vous donnerez aussi votre avis parce que à l'issue de ce tour de table, forcément, le public aura la parole et donc pourra intervenir et poser toutes les questions et faire toutes les remarques qui le désirent. Mais je me tourne maintenant vers Rosemary Datt et là, je vais lire un extrait de ce que vous avez appelé les contraintes de travail autour des pockets. C'est ce que vous avez ici et qu'on peut voir dans l'exposition, à moins que ça ne soit celui que vous avez piqué dans l'expo. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Moi, oui. Ce qui a été lu au départ sur les pockets, je ne suis pas du tout d'accord, parce que j'ai hérité de formats différents des pockets. Elles n'étaient pas de même format. Il y avait 5, 6, 7 mm de différence d'un volume à l'autre. Est-ce que c'est parce que je les ai achetés à différentes époques? C'est possible. Beaucoup plus tard. Alors oui, j'y viendrai. Mais oui, allez-y. Ce que j'ai obtenu aussi comme livre, ce sont des livres agrafés, comme tu as dit, mais avec des agrafes très rouillées. Oui. Où il y avait parfois des auréoles d'1 centimètre autour de l'agrafe. Oui. Donc ça a été le premier travail. Mais si je peux répondre, et je ne sais pas prendre la défense des pockets, au contraire, c'est insister sur le caractère livre d'artiste que ça représente et qui a été souligné par Rosemary Datt. Parce que je pense que c'est ici, dans la conversation avec Verhaegen, que André Balthazar explique que c'est son épouse et lui qui ont fait cette piqûre à cheval. Et donc, c'est eux qui passaient leur soirée. Et donc, c'est normal qu'il y ait eu ces différences. C'est pas standardisé comme dans une production industrielle. Et donc, je crois que ça entre vraiment dans cette définition de livre d'artiste. Mais c'est très bien de l'avoir souligné. Oui, mais comme tu as dit que c'était une collection, c'est un ensemble, c'est une œuvre totale, je trouvais intéressant de réunir tout avec le même format et de m'imposer toute cette série de contraintes. Voilà. Alors, attends, parce que je vais te poser cette question qui me paraît quand même importante et qui est je ne vais pas dire en opposition, mais très différente de la démarche qui a été faite par Anne Goua, c'est que, au fond, Anne Goua, je vais pas dire qu'elle impose son style, mais elle se crée un style général, elle fait un ensemble significatif sur l'ensemble à travers le style qu'elle donne aux reliures des pockets volantes, et l'ensemble est ainsi fait. En revanche, je lis, et je te cite, « J'ai tenté, mais au second degré, et au second degré entre guillemets, et tu pourras peut-être expliquer là-dessus, j'ai tenté au second degré d'établir une correspondance entre le décor de chaque livret et l'esprit ou le contenu littéraire, en évitant, et c'est un caractère gras, toute incongruité, l'essentiel étant d'aboutir à une bonne reliure. » Donc là, tu as essayé d'établir une correspondance. C'est un peu ce qu'on appelait les reliures parlantes dans le temps. Ben, oui. 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 Donc, bon, je devais tenir compte, enfin, je voulais tenir compte du contenu. D'abord, il y a quand même une série de gens d'artistes que je connais, où je connais l'œuvre entière. Je vais citer Paul Bury, par exemple. Donc, je pouvais là jouer en plus, non seulement avec ses moyens à lui, mais y mettre les miens. Donc là, j'ai pu me défouler à fond avec les papiers que je fabrique. Parce que c'est ça, parce qu'au fond, il y a un peu de genre dans la règle. D'une part, les papiers, et d'autre part, des compositions qui sont faites au départ de ce qu'on trouve à l'intérieur. Moi, je me souviens, je ne sais plus de quel pocket il s'agit. Il y a des dessins, des espèces de silhouettes noires qui reviennent. Je ne sais plus qui est l'auteur, enfin, peu importe. Mais j'ai utilisé des moyens de création. Lourdes Castro, oui, c'est ça, oui. Ce sont des moyens de création, si tu veux, qui me permettent de trouver de nouvelles formes qui sont en même temps en rapport avec l'intérieur du livre. Voilà. Et mais où je me reconnais quand même. Oui. Et donc, on va commencer maintenant à s'investir vraiment dans le débat d'aujourd'hui. Est-ce que tu as considéré que tu étais une intruse dans la réalisation des pockets? Non, pas du tout. Je trouvais plutôt qu'il fallait amplifier, il fallait donner envie d'aller vers le livre et accrocher vraiment les gens pour justement aller à l'intérieur et peut-être prolonger après dans d'autres œuvres que sont les pockets. Oui. Donc toi, tu considères qu'au fond... C'est pas un intrus, non.
C'est un relieur- plus, pour moi, oui. c'est... Le relieur peut... Et quand Schranen, par exemple, dit « Moi, en tant que créateur de livres d'artistes, je ne veux pas qu'on relie les livres d'artistes. » Qu'est-ce que tu penses et comment réagirais-tu s'il était là en face de toi et tu disais « Mais écoutez, madame, moi... Mais bon, il y a l'écrivain, et puis il y a le graveur, et puis Oui. il y a peut-être le relieur, sur le même plan, Oui. pourquoi pas. Oui, oui. Ça, c'est mon avis. Oui. Anne-Goa, vous réagissez comment à ce propos Mais parfois, je trouve que moi, je me sens intrus. Ah oui. Parfois, et je trouve Mais- qu'on n'est pas intrus de la même manière quand on garde sa place d'artisan relieur que quand on prend sa place d'artiste relieur. Et que parfois, on est là pour préserver, pour emballer, pour protéger une œuvre. Il y a des livres où je n'aurais pas envie de faire autre chose. Et puis parfois, ça s'y prête mieux. Enfin, c'est vrai que le roman, ça se prête différemment. On ne travaille pas sur un livre d'artiste. Moi, je pense que dans la majorité des cas, je n'interviendrai pas sur un livre d'artiste. Et Ouais, vous plutôt l'avez de fait ici le. avec les- Mais oui, mais là, bon, c'est aussi il y a longtemps. C'est vrai que ça fait Vous 20 ans. avez dit quand même que si je le faisais aujourd'hui, Oui, on en- je le ferai autrement. Mais... Pardon, oui. Mais attends, parce que oui, voilà. Oui, je crois qu'il faut d'abord éliminer une équivoque. Quand tu parles du livre d'artiste, Oui. moi, quand on me présente des livres, une partie de ces livres, je les achète parce que ce sont des livres d'artistes et je ne Oui. les touche pas parce que l'artiste, il a déjà joué l'artiste dans le contenu, autant que Oui. dans le contenant. Oui, il a choisi Mais aussi la forme. Ici, par exemple, les pockets volantes, pour moi, ce n'est pas un livre d'artiste. Et c'est là où je crois Oui, qu'on part qu'on du glisse mauvais... un petit Non, et je crois que là, le relieur ou la relieuse a son mot à dire, absolument. Oui, mais c'est vrai que, au fond, la difficulté dans la question qui est posée aujourd'hui, c'est la difficulté des typologies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un livre d'artiste? Qu'est-ce qu'une reliure? Que peut faire un relieur? Tout ça sont des questions qui sont des aspects qui sont flous. Et c'est vrai que la question du livre d'artiste, qui est floue par elle-même, va influer évidemment sur la réponse que l'on va donner. On Certains devrait peuvent- poser la question pour chaque livre séparément. Absolument, presque. parce que Et on la- ne peut la- pas dire tous les livres d'artistes, on peut les relier ou Voilà, pas les relier. Voilà. D'autant plus que certains se disent on ne peut relier aucun livre. À la limite, certains peuvent le dire également. Donc ça, c'est la position la plus radicale qui serait presque celle de Schranen à certains moments. Mais maintenant, je vois que vous reprenez le micro et donc vous avez certainement envie de donner aussi votre avis, Francesca Scarito, sur cette question. A priori, mon point de vue, c'est que tout n'est pas reliable. Je pense qu'en effet, il y a des livres qu'il faut conserver dans leur voilà, tels qu'ils sont nés. Plutôt trouver un système de conservation, je dirais une pochette, un coffret, un étui, oui. Mais sinon, par rapport à la question du relieur est-il un intrus, moi, j'aurais bien posé la question, en fait, du côté de l'écrivain, de l'auteur, de l'illustrateur et de l'éditeur, en fait. Je trouve que ce serait intéressant de poser la question à la personne qui a été reliée. Voilà. Mais ça, vous avez sans doute eu des échos de ce que vous avez fait par rapport aux éditions du Délibule. Ben, pas de Balthazar directement, et bon, Precker n'étant Non, plus bien là. sûr, bien sûr, oui. Donc non. Oui. Oui, je pense qu'on ne se permet pas non plus de travailler de la même manière sur un livre qui existe peut-être en 10 exemplaires ou quelque chose qui a été produit à 1000 exemplaires, parce qu'il en reste de toute façon d'autres. On ne dénature pas une œuvre. On transforme éventuellement un exemplaire ou quelques exemplaires, on en fait autre chose. Si, je sais pas, Andy Warhol avait intervenu dans un livre en dessinant sur toutes les pages, ben, ce livre prendrait de la valeur aussi. Il y a une intervention qui n'a pas été décidée au départ, mais c'est un exemplaire unique qui prend sa particularité de cette manière-là. Et on dénature pas l'œuvre, en fait, non plus, Oui, c'est en intervenant. Oui, on intervient sur un objet, ce n'est qu'un objet, et c'en est un parmi d'autres. Enfin, Parce que c'est une sorte, pour vous, de supplément d'âme qui est donné au livre.
C'est un écrin pour une œuvre. Oui, C'est la même. oui, Peut-être on peut oui. comparer ça à une boîte à bijoux pour des bijoux. Enfin, Voilà, c'est, voilà. c'est- Alors, je me tourne aussi maintenant vers Rosemary Datt. Vous y avez été fort Pour moi, parfois. ça ne peut pas Attendez, être que attendez, parce que Oui. quand vous utilisez les papiers avec les médicaments, là, c'est y Le aller un peu. Viagra. Comment Le Viagra. Oui, eh ben, vous y allez un peu fort, là, non? Mais j'attache plus d'importance à la création qu'à l'artisanat. Donc, moi, si je devais recommencer les pockets aujourd'hui, j'irais encore beaucoup plus loin. Ça, je suis certaine. C'est-à-dire Beaucoup plus loin dans la quel création, et je me libérerais un maximum de ce qui est fastidieux, parfois dans le côté artisan. Je trouve que il faut aller plus vers la création. Enfin, c'est mon avis personnel. Maintenant, c'est peut-être parce que je viens de ce métier-là que je ressens plus ça. Parce qu'au niveau des structures, comment vous avez réagi quand on vous a montré les 60 pockets, vous avez découvertes, vous avez dit tiens... Oh là, ben je me suis imposé une série de contraintes, Oui. comme elles sont indiquées, donc au niveau du Enfin, vous format, pouvez des en couleurs, rappeler etc. quelques-unes. Je ne vais pas... Bon. Bah, Et puis en j'avais citer mes quelques-unes qui papiers, et vous ont puis je me marqué. suis dit, bon, ayant travaillé toute ma vie avec des étudiants, ayant dû donner autant d'idées aux étudiants que... On en a finalement beaucoup pour soi, on en a parfois trop et il faut choisir. Et puis choisir celles qui sont les plus pertinentes en fonction du livre et du contenu parfois, pas nécessairement toujours. Ça c'est selon. Et puis travailler le papier dans tous ses états, dans des directions tout à fait différentes. Le plus possible en traitant de manière différente chaque fois. Bon, du tissage, du collage, des superpositions. Bien sûr avec une petite maquette, parfois des essais. Parfois j'ai dû refaire un papier expressément. Parfois j'ai utilisé des papiers que j'avais en réserve. Voilà. Mais explorer le papier dans tous ses états le plus possible. Explorer le papier dans tous ses états, et vous, Francesca Scarito, c'est explorer les structures dans tous ces états aussi, vous l'avez fait avec le lexicon. Je pense que c'est les matériaux qui m'ont amené à explorer les différentes structures de la reliure à cahier unique, parce que voilà, chaque matériau a ses qualités et ses inconvénients aussi, donc ça m'a obligé à aller loin dans les recherches de cette technique-là, ce qui m'a beaucoup plu. Et vous connaissez Mektit Lobish. Oui. Est-ce que vous lui avez montré vos reliures? Non. Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle puisse dire Qu'est-ce que vous pensez qu'elle puisse dire, à votre avis, par rapport à ces structures, à toutes ces formes que... Aucune idée. Ah, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, mais c'est... Voilà. Voilà. Et donc, vous avez plein de recherches et plein de matières, le chapeau notamment, tout ça a été largement développé et c'est une large part de votre invention dans les reliures. Oui, je pense que c'est un côté qui me plaît beaucoup aussi dans le travail de la reliure, c'est cette recherche de matière et d'aller vers des matériaux qui n'ont peut-être pas encore été exploités, ou en tout cas exploités différemment. Oui, oui. Et vous, Anne-Goua, au niveau des structures, il y a celles que vous avez faites, et celles auxquelles vous pourriez songer, en fonction de toutes les recherches, qu'est-ce que vous changeriez dans les structures si on vous disait, ben voilà, on vous commande on recommence et on... Ah, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si j'aurais envie de recommencer. C'est une longue aventure. Voilà, une longue aventure. C'est une longue aventure. Très différemment. C'est une longue aventure. Mais peut-être bien que j'irai rechercher dans certains. En tout cas, il y en a qui m'ont servi à d'autres choses. En fait, Oui. C'était un échantillonnage d'expériences et de techniques, d'essais. Parce qu'il y a certaines pockets qui ont des feuilles volantes. Et donc tout ça a Oui. été monté sur onglet chez vous Oui, je pense. Je pense à ça fait longtemps. Jacques Calonne, le musicien. Oui. Lui, les feuilles sont quasi volantes. Hein. Elles sont restées volantes, je crois. C'est une espèce de petite pochette. Et de formats différents. Rosemary, Oui. oui, 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 elles sont pas. 3 formats différents et toutes des feuilles volantes. L'entièreté. Oui. Oui, c'était le double.
Oui, oui, oui. Ben, voilà, je crois que on pourrait maintenant demander à vous, messieurs et mesdames du public, de donner vos réflexions, de poser les questions et de donner votre avis aussi sur cette question qui, je vois bien, ne sera pas résolue aujourd'hui et le sera-t-elle jamais d'ailleurs. Est-ce que le relieur est un intrus? Vous avez certainement des remarques. Déjà, Michel Huytock en a fait une, mais je vois que tu te prépares à en émettre une autre. Oui, disons qu'ici, c'est pas Michel Huytock qui parle, c'est le commanditaire. Lorsque j'ai, disons, proposé à Anne de relier cette série que j'avais, donc, je n'ai jamais considéré, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que maintenant c'est le moment où je dois le répéter, je n'ai jamais considéré que cette série puisse s'apparenter à un livre d'artiste, puisque je demandais à une artiste relieur, d'en terminer, disons, la lecture, parce que pour moi, la reliure, l'habit, c'est la fin du livre, c'est le livre complet. Et bon, mes désirs ont été vraiment comblés. Mais bon, on a attendu, mais c'est normal. Non, c'est normal. D'abord, il y avait 62 reliures. Et puis, venant de la Cambre, moi, je me souviens, je ne citerai pas de nom, mais j'ai attendu un livre pendant 11 ans. Donc, il faut parfois s'armer de patience. Mais non, ici, je considère vraiment que c'est du travail d'artiste relieur, mais qui n'a... ce n'est pas de l'habillage de livres d'artistes. Il y a une méprise au départ. Dans votre titre, la pensée bulle emballe la reliure, donc du sens on est emballé. Eh bien, je crois qu'ici, les relieuses ont été emballées par la pensée bulle. Absolument. C'est ça qui est très beau, bien sûr. Oui. Mais il s'agissait ici d'une collection, et donc où les livres, comme le disait Marie-Rose, ils sont édités à 1000 exemplaires, à part je crois le numéro 3, qui était un peu moins, mais sinon, 1000 exemplaires, ça veut dire que ça peut se présenter de 1000 façons différentes, cette collection. Absolument. Est-ce que, je ne sais pas, une des deux relieuses veut non pas répondre, mais aller dans le sens ou pas dans le sens de ce ne sont pas des livres d'artistes et donc moi en tant que relieuse je ne considère pas que c'est un livre d'artiste. Est-ce que finalement la question serait de se poser la question de savoir est-ce que ça a un sens de parler de livres d'artistes, non pas pour les pockets volantes mais même en général? Est-ce que l'édition l'univers n'est tellement vaste que trancher en disant il y a le domaine des livres d'artistes et il y a le domaine des autres, que ça n'a guère de sens? Qu'en pensez-vous, Anne Goua? Attends, parce que peut-être que... Et puis, Rosemary, si tu veux répondre à ça aussi. De toute façon, on a toujours besoin de mettre les choses dans des catégories. Donc, s'il faut faire des catégories, certainement qu'ils interviennent dans l'histoire du livre d'artistes et qu'ils sont un peu précurseurs. Mais bon, ce que je disais, c'est qu'il y en a eu 1000 et... je pense que ce qui est vraiment très beau, c'est de les avoir non reliés aussi, tous, la série, avec toutes les couleurs de ces petites couvertures. Ça, on doit le voir aussi. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent tous reliés, sans doute. Mais je pense que s'il y en a quelques séries qui sont reliées, c'est des choses, ça devient des objets particuliers, et puis voilà. Vous partagez cet avis aussi? Et vous, Rosemary Datt, également? Je rêverais, moi personnellement, que les relieurs puissent à un moment donné intervenir autant qu'un graveur avec un écrivain, etc. et construisent un livre de cette façon-là. Pourquoi pas? Mais pas toujours, évidemment. Mais pourquoi ne pas aller jusque-là? Parce que à ce moment-là, ça ne reste plus que de l'artisanat, mais ça va plus loin. Ça touche à l'art contemporain. C'est aussi amener la reliure à un niveau, pour moi, qui est plus intéressant. Enfin, ça, on le fait, ça. C'est-à-dire que quand on prend une place au même titre que du graveur ou de l'imprimeur ou le typographe et tout ça, on le fait, mais alors on le fait au moment de la conception.
Et c'est une réflexion d'un ensemble de personnes et on collabore pour mettre en place les différents paramètres. Mais je pense que quand on intervient comme relieur après, une fois que c'est autre chose. Oui, oui. Oui, c'est là qu'il faudrait peut-être pouvoir aussi plus souvent intervenir plus tôt. Pourquoi pas? Oui, c'est une démarche tout à fait différente. Attends, André Lamblin avait déjà levé le doigt, et puis Madame. Mais on revient toujours au problème, ce fameux problème du livre d'artiste. Alors, je crois qu'à juste titre, quand Anne relit des livres qui lui sont donnés, à l'époque, probablement qu'on ne parlait même pas de livres d'artistes. Aujourd'hui, on en parle pour des réalités totalement différentes. On essaie d'en donner des définitions, et ces définitions sont tout à fait contradictoires, et elles sont contradictoires parce que c'est une réalité vivante, et le jour où les historiens commenceront à y voir clair, à ce moment-là, nous pourrons considérer que le livre d'artiste est mort. Aujourd'hui, il ne l'est pas, il est bien vivant, et c'est précisément parce que sans cesse on en discute qu'on peut se réjouir qu'il soit là. Mais si on essaie quand même d'y voir un peu clair, je crois qu'on peut globalement voir deux périodes. Bon, il y a celle d'abord du départ, aux alentours des années 60 jusqu'à 1980, où des artistes d'ailleurs un peu du monde entier s'expriment à travers des livres qui deviennent des véhicules de pensée, qui se diffusent par des moyens qui ne sont plus les moyens ordinaires de l'édition. Ça circule par des réseaux, par des circuits un peu parallèles, et ces artistes exécutent un peu tout. Donc ils réalisent à la fois le texte, ils réalisent aussi l'illustration souvent sous forme photographique. Ils donnent une forme qui n'est pas nécessairement la forme habituelle du codex. Le livre est, au sens où, Schranen, tu le disais tout à l'heure, est une œuvre d'art, et cette œuvre d'art, on peut considérer qu'elle est finie. Ce qui fait que si elle est finie, évidemment, l'intrusion du relieur se ressent davantage. Je pense que certains l'ont bien constaté et ont demandé alors à des relieurs de faire des boîtes. Si bien que la boîte, qui est tout de même un phénomène en reliure qui est relativement récent, trouve sans doute une part de son origine dans cette conception du livre d'artiste. Mais ce livre d'artiste, très rapidement aussi, va être récupéré par d'autres artistes, toujours, qui vont l'utiliser isolément pour leurs propres besoins. Ils vont retrouver un peu les manières de faire des livres de peintres. Ils vont faire des livres personnels, des carnets d'atelier, des carnets de voyage. Ça va redevenir un livre qui aura cette fois des formes d'ailleurs qui peuvent être très variées, qui bénéficiera d'ailleurs des expériences antérieures, mais où à ce moment-là, l'intervention du relieur devient beaucoup plus légitime, redevient légitime, puisque d'ailleurs des artistes eux-mêmes l'ont fait. Et donc, faisant appel à des gens à l'extérieur, le relieur est parfaitement intégré dans cette pensée-là. Alors le problème, c'est par rapport au délibule, cette fois, c'est de savoir où se situe le délibule dans cette aventure. Tu as dit tout à l'heure que Madame Meuglin... donnais l'avis de Madame Meuglin. Non, mais elle est extrêmement... Non, mais c'est un livre fondamental, le livre de Madame Meuglin. Hein, c'est quelqu'un de très rigoureux, évidemment catégorisant comme les historiens d'art, mon cher... comment dirais-je, Pierre-Jean, peuvent le faire. Ils mettent des bornes entre les choses et on y entre ou on n'y entre pas. Bon, mais sans doute les pockets sont-elles parmi les créations qui annoncent ou qui, quelque part, intègrent un concept qu'on a appelé le concept du livre d'artiste. Mais au-delà de ça, bon, ça devient autre chose. Et aujourd'hui, moi je ne sais plus ce qu'on appelle un livre d'artiste, puisque tous ceux, et tu m'as montré toi-même
au musée de Marimont, que vous possédez des livres de Buren, par exemple, qui ont toutes les allures du, comment dirais-je, du livre de peintre, et qui pourtant sont catalogués comme livres d'artistes. Donc on n'en finit plus. Monsieur, mais la question aujourd'hui étant, est-ce qu'on peut relier les livres d'artistes? J'y viens, oui. Voilà, parce qu'il y a oui, dans les conditions, aussi, oui, dans les conditions, le livre d'artiste est un livre, cette fois, qui vit une vie, moins catégorisée, moins finie, je dirais, que dans le premier cas. Ok. Ben merci. Mais on a toujours mis un peu. Attends, parce que Annette Lamy voulait dire quelque chose. Après, Michel. Pour enchaîner, oui. Bien alors, voilà, tu réponds. Oui. Oui, tu posais la question, est-ce qu'on peut relier des livres d'artistes? Mais il faut définir ce qu'est le livre qu'on va donner à relier. De nouveau, André a tout à fait raison. Fiammetta me fait remarquer, elle qui est italienne et qui aime beaucoup le futurisme, l'époque du futurisme russe, donc italien plutôt, à partir de 1911-1912, eh bien il y a les litolata par exemple, les reliures métalliques qui sont les toutes premières dans le domaine de la reliure, mais on n'y touche pas bien sûr, comme dirait Oui, c'est ça, on André, a mis des règles. On en fait une belle boîte éventuellement pour bien protéger le métal, mais ça ne se relie pas puisque c'est déjà relié, ou bien d'autres livres ont des couvertures tellement extraordinaires déjà qu'on ne toucherait pas à ça. Je crois que il faut laisser vraiment la question, c'est difficile de poser cette question. C'est une question de liberté. Absolument, c'est un mot important, ce mot de liberté, mais j'avais juste encore la question, c'est parce qu'on a des règles, alors on dit tout d'un coup on ne peut pas relier les livres d'artistes, et puis avant, nous, quand on était à la Cambre, on nous disait vous ne pouvez pas relier un livre avant 1940, parce qu'on disait, bon, avant la guerre, c'est pas la même pensée, il va y avoir une différence entre le style de l'écriture, le style de la reliure. Alors il fallait soit pas les relier, soit faire des reliures avec pas de décor, mais alors on prend pas effectivement la liberté et on s'implique pas dans des choses comme ça. Maintenant, on en arrive quand même à reprendre les choses un peu par un autre bout et de se dire on peut maintenant faire une reliure contemporaine sur un livre du 18e ou un livre du 17e, parce qu'on crée quelque chose qui est nouveau, différent et finalement intéressant aussi. Mais je pense que chaque livre est à prendre comme un cas particulier et à réfléchir, et il n'y a pas une grande règle à mettre pour tout. Si encore peut-être une question, parce que Yves, oui, je suis avec le débat est lancé, donc disons que encore quelques... Ok, eh bien... Attends, parce qu'Annette Lamy attend depuis longtemps pour dire quelque chose, et donc, allez-y, Annette. Moi, mais j'ai eu une réponse partielle. Je voulais simplement demander si l'attitude du relieur était différente vis-à-vis d'un livre actuel ou d'un livre publié il y a 300 ans. Mais déjà eu, mais il faut le demander aux trois qui sont là. Vous venez de répondre en disant Francesca Scarito, qu'est-ce que vous répondez à Annette Lamy? La même chose qu'Anne Bois, ou vous avez des éléments? Mais après ça, c'est vrai, il y a différentes écoles, mais je pense qu'en effet, il faut d'abord bien étudier le cas par cas. Je trouve qu'il n'y a pas une règle, non. Et vous, Rose Marie, par rapport à la question de Madame? Enfin, la réponse, elle est dans l'histoire même de la reliure. Bon, on a fait des pastiches à la fin du 19e siècle en imitant les solutions qui étaient celles du 16e. Et on a même tout mélangé. Bon, plus récemment, un bonhomme comme Jean de Gonnet a relié des manuscrits et des choses anciennes à la manière de Jean de Gonnet. En fait, l'intervention de Jean de Gonnet, c'est une intervention sincère. Il travaille, puisqu'il est du 21e siècle, il travaille comme on travaille du 28e siècle, et le problème devient, par rapport à une œuvre forte, je crée une équivalence qui soit également forte. Et là, à ce moment-là, que peut-on dire? On peut éventuellement dire qu'il y a rupture, mais est-ce qu'il
réellement, il ne tient pas compte de ce qui existe dans ce qu'il fait. Le même problème se retrouve notamment dans nos maisons, hein. Quand on est sur la grande place de Bruxelles, imaginons que demain il y a un trou qui se fait, va-t-on refaire comment dirais-je, une maison à l'identique, ou bien est-ce qu'on va essayer, en intervenant avec des choses de notre temps, de venir de façon sincère assurer une vraie coordination entre les choses. Bon, ce sont des problèmes sur lesquels on a tous des avis différents, hein. Ça, nous le savons. Mais il est intéressant de poser le problème comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de solution réelle et je crois de réponse absolue à une telle, une telle question. Francis Louberx voudrait aussi intervenir. Oui, moi j'ai deux questions. La première, c'est parce qu'on a utilisé régulièrement les deux mots. Le relieur se considère-t-il comme un artiste ou comme un artisan? Et ma deuxième question concerne les contraintes. Quelles sont aujourd'hui les contraintes que s'imposent ou qui sont imposées aux relieurs? Parce que ça me choque un peu à la limite, hein, que quelqu'un que je considère plus comme un artiste personnellement, quand on voit les travaux qui sont réalisés, puisse subir des contraintes dans l'exercice de son art. Voilà mes deux questions. C'est une grosse question. Je ne sais pas si nous aurons résolu la question avec les 5 minutes qui nous restent, mais d'abord Rosemary Datt, et puis chacune va répondre, parce que c'est une question fondamentale. C'est en fonction de la personnalité de chacun. Moi, je m'impose des contraintes qui me plaisent moins, mais j'ai le goût de l'aventure spontanément, de la création, et je ne veux pas m'imposer des contraintes nécessairement artisanales, quoi. Il y en a, mais c'est pas ça l'essentiel pour moi. Voilà. Non, bien sûr. Bon, elles sont quand même là, elles existent. Pas tous en même temps. Et Anne-Goua, la question art-artisanat. Mais l'artisanat, c'est le savoir-faire. Je pense que c'est l'apprentissage de techniques et de savoir utiliser ses mains pour réaliser des choses. Avec un métier qui se transmet depuis des générations et des générations. Ça, c'est le côté artisan. Et puis, le côté artiste, c'est la réflexion qu'il y a au-delà de ça. Et voilà. Oui, c'est... Mais j'aimerais savoir comment le relieur se ressent lui-même. Est-ce qu'il est artisan? S'il est artiste... Moi, je peux te dire que je suis artisan et artiste. Bah oui. Je trouve que oui, je suis... la réalité, on a un métier qui a une grande part d'artisanat. Bon, le mot est connoté, et pas très aimé, mais c'est la réalité. Et moi, je suis fière de mon métier, parce que c'est d'abord un métier avant d'être un art. Et puis, on a une belle... ouais, c'est un beau métier. Et c'est un bel art, un bel artisanat. On est presque aux conclusions, mais je voudrais quand même que Francesca Scarito réponde aussi à la question de Francis Louberx, art et artisanat et contraintes. Je pense que, en tout cas, le métier d'artisan, ça s'apprend. Le métier d'artiste, est-ce qu'on l'apprend? Comment? Voilà. C'est quelque chose, c'est une évolution, c'est toute une recherche personnelle, c'est d'un autre ordre, ou c'est complémentaire. Bon. Écoutez, je vois il y a encore plein de questions certainement qui pourraient surgir, mais je pense qu'il y a un maître mot, et c'est Fiammetta qui l'a cité tout à l'heure, c'est le mot liberté. Et je pense qu'on pourrait aussi laisser la parole pour clôturer ce débat, enfin qui ne sera jamais clôturé, parce que c'est quand même un débat qui anime les relieurs, les amateurs de livres, les bibliophiles depuis tout temps, dirais-je. Mais je voudrais, si vous le permettez, clôturer le débat par la lecture de ce que répondait à André Balthazar à Verhaegen, qui lui disait « L'oiseau libre aime la liberté ». Et il dit, et on pourrait terminer là-dessus, et je pense que ça correspond à ce que tu disais, Fiammetta, le mot liberté, dit André,
un peu trop suffisant, il est vrai, fut et est pour Paul comme pour moi, Paul Bury comme pour moi, notre meilleure sucette. Ça, c'est la désinvolture du Délibule. Liberté d'esprit en toute liberté. Nous avons toujours tourné le dos aux chapelles avec le besoin d'en rire plutôt que de crier, sans négliger la désinvolture d'usage. Je crois que c'est une très belle parole d'André Balthazar qui résume un peu le débat d'aujourd'hui qui était le thème de « Est-ce que l'artiste a la liberté de créer ?» L'artiste, bien sûr, me semble-t-il, et là je donne mon avis puisque j'étais jusqu'à présent médiateur, mais ici je me permets de donner mon avis, l'artiste a toute liberté de créer et nous avons vu que grâce à cette liberté créatrice, nous avons 3 œuvres magnifiques qui sont présentées ici dans ce musée du Délibule. Voilà, merci à vous 3, merci à vous aussi, et je pense que Yves De Smet veut nous dire un petit mot maintenant. De Smet de Neyer, mais... je voulais simplement dire qu'évidemment, c'est très bien. Depuis qu'il y a un Kevin De Bruyne qui apparaît dans toutes les pages de football, ça ne m'inquiète pas du tout, je change. Volontiers. Mais je voulais dire, évidemment, on a cité André Balthazar, c'est certain, donc je voulais vraiment dire que Jacqueline et André ne pouvaient évidemment pas se joindre à nous, puisque André est en maison de convalescence, et que Jacqueline avait vraiment du mal à se déplacer. Je sais que Marie-Blanche a voulu aller la chercher, donc voilà, je remercie Bruno Balthazar de représenter la famille Balthazar, aussi administrateur chez nous, bien sûr. Je voudrais remercier aussi Mario, qui est aux commandes là pour le son, parce que grâce à lui, on a des archives et elles sont bien conservées sur notre serveur. Cette conversation, d'ailleurs, sera mise en ligne directement sur notre site. Il suffira simplement de cliquer sur l'affiche « La pensée bulle emballe la reliure ». Bon, il va nettoyer tout ça, tous les bruits de fond, etc. Il fait ça parfaitement bien, donc c'est l'ASBL RAM. Je voulais dire une petite chose quand même. J'aime beaucoup le fait qu'on ait terminé sur le mot liberté, parce que c'est vraiment ça. Le Délibule, c'est un espace de liberté. C'est la dérision, bien sûr. C'est pouvoir créer en toute liberté. D'ailleurs, Alechinsky le dit lui-même. Ce qu'il fait au Délibule, il ne l'aurait pas écrit ailleurs. Il y a des artistes qui ont participé au Délibule sous des pseudonymes aussi, pour se donner une liberté totale. Donc ça, c'est vraiment le mot. Et alors, pour pouvoir dire est-ce que le relieur pouvait s'emparer de telle et telle édition du Délibule, la question ne devrait même pas se poser, puisque la pensée bulle ne se définit pas a priori, non pas en amont, mais a posteriori. Donc ça veut dire qu'on a toute la liberté de le faire, et c'est quand l'objet arrive a posteriori que, à ce moment-là, on la lit. Et j'aime beaucoup la définition de Michel Huittock qui dit que la reliure termine la lecture. En plus, ça rime. Voilà. Donc la reliure termine la lecture complète. Je voulais remercier beaucoup aussi Pierre-Jean Foulon, parce que avec l'introduction, c'est merveilleux pour nos archives, puisqu'on a expliqué, on a traversé le Délibule et l'histoire du Délibule en quelques minutes. Et alors la dernière question, évidemment, qui se pose, c'est de se demander si l'intrus, finalement, mais ça, il n'y a que Elise Van Rekem qui peut répondre, est-ce que l'intrus, c'est justement de ne pas sortir les reliures et les exposer pendant 2 mois dans une vitrine. En tant que scénographe, c'est aussi une grande question, puisque les reliures, généralement, on les garde chez soi, on les préserve, on les met, on va les chercher silencieusement, précautionneusement. Voilà, donc l'intrus est peut-être ailleurs et dans une autre dimension. Voilà, je voulais vous remercier, vous inviter tous, surtout, à prendre un petit verre ici qui est offert non seulement pour clôturer l'exposition, mais aussi parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et que c'est une vraie fête qui continue quand on fait une exposition au Délibule avec des gens passionnés et des artistes relieurs qui n'ont pas hésité à relever le défi. Merci vraiment à tous.